Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Ce soir, aux engagés publics, je suis en compagnie de Stéphanie Guevremont. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Ça va très bien, vous? Oui, moi, c'est rare qu'on me vous voit. étant les deux autres personnes. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, on n'est pas seul, on est aussi en compagnie de Viviane Martinova-Croteau. Bonjour Viviane, comment vas-tu? Salut Denis. Donc, cette semaine, on se souvient des 14 victimes de l'attentat antiféministe de la Polytechnique. Ça m'a comme fait vraiment baisser mon ton enjoué, là. Et aussi, c'est la guignolée. Est-ce que la guignolée c'est laquelle des guignolées, d'ailleurs? Là, parce que là, il y a tellement de complots qu'on ne sait plus à quel complot se vouer. Mais il y aurait une guignolée qui fait du trafic d'enfants. Donc, comme je disais, on ne sait plus à quel complot se vouer. Votre attention a été attirée, le fait qu'il y aurait un complot relié à la guignolée? Non, pas du tout. J'ai googlé guignolée et trafic d'enfants, ça m'a donné un paquet de résultats bizarres. Donc, je sais pas ce que Louis-Philippe voulait faire, mais je suis pas au courant d'un trafic d'enfants via la guignolée, je le jure. Bon, j'avoue que j'ai perdu le fil des complots qui passent ces temps-ci. On est pas mal tous dans le même cas par rapport à ça. Puis en même temps, c'est pas comme si ça nous intéressait tant que ça. Là. Polytechnique, ce dimanche, avait lieu la 31e commémoration de la tuerie de Polytechnique. Des commémorations qui nous rappellent la violence, la violence faite aux femmes. Dans ce cas-là, c'était quelque chose de très, très, très dirigé. Donc, la violence, l'intolérance dont l'humain est capable, mais aussi les avancées que nous avons fait comme société. Mais ça nous met aussi en lumière ce qui reste à faire. Je vous propose 3 sujets. Vous connaissez le principe des engagés publics. L'animateur énonce des sujets, puis les invités, vous choisissez là-dedans. Donc, je vous propose qu'on parle de la place des femmes dans la société québécoise, la loi sur les armes à feu au Canada, parce que c'est directement relié. D'ailleurs, ça a eu un gros impact sur cette loi-là, cet événement-là. Et la violence et le terrorisme au sens plus large au Québec. Stéphanie, est-ce qu'il y a un truc, je te propose de commencer? Toute la question entourant les femmes, la place des femmes dans la société, ça continue de m'intéresser, particulièrement en temps de pandémie. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais surtout en début de pandémie, les premières personnes à avoir perdu leur emploi, c'est les femmes. C'est les femmes qui auront perdu le plus leurs emplois, puis c'est elles qui peinent le plus à le regagner. Mm-hmm. S'il y a un ralentissement du côté des femmes pour regagner leur emploi qu'on ne retrouve pas du côté des hommes, ça c'est un des effets qu'il y a eu. On se rappellera aussi que les femmes sont au premier front des emplois les plus dévalorisés et au premier rang de la pandémie, là. Elles ont été davantage touchées par la crise. Elles sont aussi. très, très présentes dans le milieu de la santé, entre autres. Hein? Mais oui, mais pas juste ça, les caissières dans les magasins. Ouais. Sont davantage dans les travailleurs essentiels. Exactement, c'est des femmes, les préposées, les CPE, les institutrices, c'est en majorité des femmes. Donc, perte de travail, plus exposée, difficulté à le retrouver, c'est quoi? Qu'est-ce qui explique la difficulté à le retrouver après? Les affaires qui reprennent le plus vite sont souvent des milieux traditionnellement masculins. Il y a qu'à penser à comment est-ce que on réfléchit à chaque fois les relances économiques. Là, on est dans une pandémie, une crise sanitaire et une crise économique, plein de gens au chômage, ralentissement. Et c'est quoi, encore une fois, comment les gouvernements réfléchissent à la reprise? Toujours en termes de construction, en termes de métiers qui sont davantage traditionnellement masculins. Pourquoi est-ce qu'on réfléchirait pas à une relance économique qui met les femmes au cœur de cette relance-là? Les services publics, l'économie sociale, augmenter le salaire minimum comme du monde, là, pas de 30 cents ou je sais plus de combien il a augmenté récemment. Mais ça influencerait vraiment la qualité de vie des femmes et on ferait une relance vraiment plus féminine. Viviane? Stéphanie a tout dit. La reprise économique, puis même à l'ère Charest, c'était la même chose. Il y a Aurélie Langto qui avait publié un livre sur comment les libéraux n'aiment pas les femmes. Ouais. C'était le parti entre gros guillemets là, de l'économie, mais
c'était des jobs d'hommes qui relançaient. Puis c'est la même chose encore une fois. Stéphanie a tout à fait raison. C'est beaucoup. Dans ce temps-là, c'était les mines, c'était le plan Nord, c'était du gros argent qui était donné dans des investissements, des jobs qui sont traditionnellement plus masculines. Et là, encore une fois, la première chose qui a été remise en activité par le gouvernement, c'était la construction. Je comprends d'un point de vue très utilitaire que la construction pouvait pas rester sur pause indéfiniment. Ceci dit, effectivement, les services sociaux non plus. T'sais. Donc, ça aurait quand même été une bonne chose de repartir ça. Et puis là, en plus, il y a des négociations dans le secteur public qui ont lieu puis qui sont, je crois, quand même assez difficiles comme à chaque fois. Puis c'est encore une fois beaucoup des femmes qui sont concernées. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là. On voit que du côté des médecins, les salaires s'envolent, alors que du côté des infirmières, on peine, puis ça prend tout pour aller chercher même auprès des préposés, où on sait que encore là, les femmes sont présentes en majorité. On peine à avoir des salaires décents, tu sais. C'est un peu triste de voir ça. On a un lien d'ailleurs parce que c'est un sujet qui est revenu dans l'actualité cette semaine grâce à Paul Saint-Pierre Plamondon là, qui critique le premier ministre qui avait promis des réductions des salaires des médecins spécialistes. Tu sais, parce que c'est par rapport à cette fameuse envolée-là. Je voyais là tantôt des salaires pour des spécialistes à 2 spécialistes. Tu sais, parce que c'est par rapport à cette fameuse envolée-là. Je voyais là tantôt des salaires pour des spécialistes à 2 millions par année. Ça commence à avoir un impact important sur le trésor public. La pandémie, après la croissance qui est toujours... après la croissance toujours soutenue des cas de COVID au Québec, on ne pourra pas réveillonner en groupe. On l'apprenait cette semaine. On a vu, entre autres, que l'opposition était très critique à ce point de vue-là. On parle de stratégie de vaccination au Québec. L'armée a été mise sur le dossier. Donc, on parle même qu'il va y avoir quelques doses qui vont être rendues disponibles sous peu. Je trouve que c'est quand même assez spécial, là, après avoir entendu parler d'une première livraison de doses après le temps des fêtes là, je pense que ça nous mettait en mars. Là, soudainement, il y a quelques doses qui se donnent. Ça m'a l'air d'être une urgence politique comme c'est là, avec une si petite quantité. Il y a la soi-disant mise à jour de la loi 101 qui n'a pas tout à fait bien passé à l'opposition. Les oppositions ont réagi de différentes façons. Et pour la deuxième fois cet automne, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui est blâmé par le commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale. On commence à en avoir de plus en plus au sein de la CAQ de ces problèmes-là. Alors que Québec tente d'équilibrer son budget sur la pandémie, est-ce que on n'aurait pas une piste de solution en coupant le salaire des médecins spécialistes, comme on disait tantôt? Je t'invite à commencer, Viviane. Oui, définitivement. Puis moi, je dois dire, d'entrée de jeu, j'ai des amis qui sont des médecins, même des amis médecins spécialistes, puis c'est des gens qui ont vraiment le cœur à la bonne place, puis qui sont des bonnes personnes. Alors, je veux vraiment pas les attaquer, ces personnes-là, mais leur fédération, par exemple, la Fédération des médecins spécialistes, j'ai beaucoup de difficultés avec cette institution-là. On le dit pas assez, mais cette fédération-là, elle a été fondée dans le but de s'opposer à un gouvernement qui voulait transformer la rémunération des médecins pour les mettre davantage au salariat. Parce qu'ils sont considérés comme des entrepreneurs, alors que dans bien des cas, ils ont un seul employeur en réalité, qui est un hôpital. Et donc, ça aurait du sens que ça soit des salariés comme tout le monde dans le système de santé, dans les systèmes de santé publique ou presque. Or, bon, c'est une perte de privilèges importante. Donc, dans les années 60, ils ont fondé la Fédération des médecins spécialistes et depuis, elle ne fait que lisser l'image des médecins autant que possible pour justifier des salaires et des conditions qui sont inégalées partout ailleurs dans la fonction publique. Je trouve ça offensant. ça me choque énormément, sachant que ça asphyxie cette somme, ces montants-là, ça asphyxie tout le système de santé publique.
C'est près d'1 milliard de trop qu'ils avaient en rémunération, nos médecins spécialistes au Québec, si on compare avec l'Ontario il y a une couple d'années. En ce moment, je sais pas où est-ce que ça en est, mais je suis pas mal sûre que ça doit encore être dans ces eaux-là. Puis bon, je regardais leur site tout à l'heure là pour me remémorer l'année de fondation parce que je voulais parler de cette histoire-là. Puis là, je vois qu'ils ont créé une fondation pour soutenir les proches aidants. Puis c'est ça. Encore une fois, essayer de se donner une belle image pour détourner le regard du fait qu'ils sont vraiment surrémunérés. Stéphanie, qu'est-ce qu'on fait avec comment on s'attaque aux défis de vaccination et aux défis que la pandémie nous amène, avec même dans tous les contextes, de tous les points de vue, autant économiques que les défis que ça présente en termes de logistique? Mais déjà, je suis contente que le gouvernement ait finalement présenté un plan en toute transparence, ce que les partis d'opposition, dont Québec solidaire, le demandaient depuis au moins la fin novembre. Donc, il était temps qu'on arrive là. Je pense que c'est un genre de sujet qu'on peut parler avec la population. Ils sont tellement pris dans cette tempête-là. Moi, j'aime pas la façon que le gouvernement parfois de faire les choses derrière des portes closes, en catimini, des ballons d'essai, revenir. Est-ce qu'on peut parler avec la population? Ce sont des grandes personnes, c'est des décisions qui ont influence sur leur vie quotidienne. Donc, faut les embarquer dans le projet. Moi, j'espère juste que les gens sur le terrain vont réellement être utilisés à leur plein potentiel. Est-ce que vraiment les gens qui ont les yeux sur le terrain vont servir? Est-ce qu'on va les consulter? Tu sais, dans un système de santé tellement centralisé comme le nôtre, j'espère juste que le déploiement va vraiment bien se faire. Moi, j'avoue que j'ai des craintes de ce côté-là. La centralisation en santé, ça nuit particulièrement en ce moment en COVID. J'espère que pour ce qui est de la stratégie de vaccination, ça va bien se passer. Mais vraiment, là, le gouvernement, la barre, elle est haute, là. Il y a eu plusieurs dérapages dans les dernières semaines. Je pense qu'on les connaît tous et toutes. Là, il faut que ça se passe bien. Et tout le poids est sur les épaules de M. Legault. Je suis assez d'accord avec cette lecture-là des fameux ballons. Autre élément qui, tantôt, Viviane en faisait état, elle disait, on veut pas regarder les médecins indépendamment, mais comme groupe, on a vraiment beaucoup de questions à leur poser. Ben, écoute, j'ai travaillé pendant 6 ans avec Amir Kadir. Donc, disons que le salaire des médecins, ça fait partie de mes combats dans la vie, là, assez longtemps. Mais comme disait Amir Kadir, les médecins spécialistes veulent être au niveau de l'Ontario. Bon, ben maintenant, on les ramène au niveau de l'Ontario. C'est-à-dire on descend leur salaire. Il parlait d'aller chercher, là, je sais plus combien, de quelques centaines de millions de dollars. C'est pas plus, là, 900 environ. C'était 900 millions. 900 millions. 1 milliard, c'était dans ces eaux-là. On pourrait aller chercher presque 1 milliard, vite de même, dans des poches de gens déjà très profondes. Puis on pourrait les redistribuer dans le réseau de la santé. On s'entend qu'il y a une certaine iniquité. Puis à un moment donné, après ça, les augmentations de salaire, ça pourrait peut-être se faire à un rythme un peu plus décent comme le reste. Hein? Mais Viviane, si on fait ça, ils vont s'en aller aux États-Unis, on va les perdre. Franchement. Mais c'est ce qu'on entend à chaque fois qu'il est question de toucher au salaire des médecins. C'était l'argument numéro 1 de Gaétan Barrette dans le temps qu'il était président justement de la Fédération des médecins spécialistes. Ensuite, il est devenu ministre de la Santé. Moi, je me rappelle, avant qu'il soit ministre, il disait comment le problème numéro 1, c'est que les médecins spécialistes du Québec ne sont pas assez rémunérés. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à trouver une porte d'entrée dans le système de santé. Ils s'en vont tous aux États-Unis. Là, ça va être l'inverse, comme c'est là. Ils vont quitter l'Ontario pour venir au Québec, comme c'est là. Est-ce qu'il a réglé le problème? Non. Mais il n'y a aucune étude. Il n'y a rien qui démontre cet exode des médecins vers les États-Unis. C'est une poignée de gens. C'est une légende urbaine à peu près. Qui en a vraiment vu de ses yeux? Il y en a pratiquement pas. Il y a d'autres choses qui viennent avec le Québec. Des services publics, une vie quand même moins chère qu'aux États-Unis et en Ontario. Donc,
Puis, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur, là. Je veux ajouter que, effectivement, au niveau de vie plus élevé, meilleur service public et tout ça, moi, justement, ces médecins spécialistes dont je parlais tout à l'heure, qui avaient le cœur à la bonne place, nous disaient comment c'était agréable quand même, d'une certaine manière. Bon, il y a beaucoup de problèmes au Québec, mais de travailler dans un endroit où tu peux donner le meilleur soin possible aux patients. T'es pas obligé de le facturer après puis de choisir selon sa capacité de payer comme ça se passe aux États-Unis. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de médecins pour qui ça pèse dans la balance. Donc, Fitzgibbon, maintenant... Honnêtement, les 2 bras me sont tombés, là. C'est la 2e fois que Fitzgibbon est apostrophé par la commissaire à l'éthique. Pour 3 fautes, là, dont il a oublié de mentionner des parts dans des entreprises et il a conservé des intérêts dans celles-ci. C'est des entreprises qui font affaire avec l'État. Puis il y a un temps limite pour les élus de se retirer de ces entreprises-là. Mais ça, c'est juste une des 3 fautes. Mais moi, où je l'ai décroché, c'est la façon dont il a réagi. Il a dit que le code d'éthique, il est pas adapté pour les affaires, toi. Ben oui. Et non, il est pas adapté pour les affaires. Il est adapté, Seigneur, pour qu'on ait un peu de bon sens puis d'éthique. Avec tout le passé dans la corruption qu'on a là au Québec, il me semble qu'on peut être plus catholique que le pape un peu, là. Ça fait puis oui, je trouve. Oui, c'est ça, hein. Moi aussi, c'est ça que j'allais dire. Il me semble que ça serait comme le minimum qu'il soit au courant ou qu'il fasse attention de sauver les apparences. Non, mais il sait, il est au courant. Là. Il y a des gens dans son cabinet, sûrement, qui lui ont dit à tous les jours de procéder. Moi, mon point, que je pense, là, qu'il s'en fout carrément. Lui, il veut mener ses petites affaires, puis continuer à être un ministre à la fois. Mais à un moment donné, tu peux pas tout faire. Tu choisis, est-ce que tu veux être un élu du peuple ou tu veux continuer à brasser tes petites affaires? Il n'aurait pas choisi. Mais on va pas commencer à adapter le code d'éthique d'un parlement pour que un ministre puisse continuer de faire ses petites affaires. Voyons donc. Je vous vois même pas déchirer votre chemise, là. On a eu l'occasion de la déchirer quelques fois pour dans d'autres dossiers. Et Fitzgibbon, moi, ce qui m'étonne de lui, c'est qu'il fait même pas, tu sais, c'est le strict minimum, tu sais, de juste faire attention, d'être prudent, de s'assurer que les éléments ne vont pas contre lui, tu sais, les apparences à haut niveau. Même ça, il s'en fout, il y en a même pas, ça l'inquiète même pas. Non seulement ça l'inquiète pas, mais en plus comme nous qui sommes rendus habitués que c'est business as usual, ben ça l'est pour tout le monde. On regarde ça passer puis on fait tu sais. Mais si ça se trouve même, je suis certain qu'il y a bien du monde qui regarde ça puis qui se disent c'est vrai, c'est pas adapté pour les affaires, puis qui trouve qu'il y a bien de l'allure, là, le gars dans cette histoire-là. C'est sûr. Stéphanie, l'absence de déchirage de chemise, c'est l'absence de surprise, en fait. C'est ça, Non, je comprends. Mais moi, ça, là, ça fait des années que je fais de la politique, là, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, là. J'étais là quand les libéraux étaient au pouvoir. Mais ça continue de me faire me lever la nuit pour haïr ce type de personnalité politique-là. Il me semble que ça devrait être noble, être un élu du peuple. C'est une maudite belle opportunité que tu as de redonner aux citoyens. Il me semble que tu peux mettre tes affaires sur pause 2 secondes, là. Hey! Mais pire que ça, là, je me demande, j'espère que c'est pas parce qu'il y a tellement d'actions dans tellement d'entreprises qu'il a oublié de déclarer celle-ci puis celle-là. Là. Ça serait terrible. Écoute, ça serait une excuse puis une défense qui serait pitoyable. Si c'est vrai, aïe, on n'a-tu pas la même réalité au quotidien? C'est assez étonnant. Mais écoute, cette espèce de noblesse-là de servir, là, c'est pour toi, c'est un privilège. Est-ce que t'as fait combien de temps dans les cabinets, Stéphanie, toi? J'ai travaillé comme attachée politique au NPD, puis aux communications avec Québec solidaire pendant plus de 6 ans à l'Assemblée nationale. Est-ce que à Québec solidaire, c'est toujours mené avec cette noblesse-là? Ben, franchement, Denis, là, poser la question, c'est y répondre. Ah, oui, c'est ça. La réponse étant oui. Ben, écoute, je me souviens quand Amir Khadir est arrivé là, puis il a commencé à pointer du doigt la corruption, puis on le regardait comme un extraterrestre, là. Puis finalement, il a eu raison. Puis, écoute, la plupart des politiciens, la plupart des élus sont des personnes avec des bonnes intentions qui sont là
pour le bien commun, j'en suis convaincue. C'est seulement quelques personnes, quelques élus qui sont là pour d'autres raisons que je ne connais pas, parce que moi, je suis loin de ça. Mais vraiment, moi, ce genre d'action-là de Fitzgibbon, puis comment il est appuyé par le premier ministre, qui dit lui aussi là, que le code d'éthique n'est plus adapté. Hey, à un moment donné, là, si on commence à avoir un code d'éthique élastique, là, je donne pas cher de notre peau, là. Moi, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire, un code d'éthique qui serait adapté pour les gens d'affaires qui deviennent élus au gouvernement? Peur, hein? Ça veut dire, ça fait peur, juste d'y penser. D'avoir une entreprise qui fait des affaires avec le gouvernement? Je veux dire, c'est la porte c'est comme ça de grande ouverte pour la corruption, là. Je me demande, c'est quoi dans leur esprit que ça devrait être, cette affaire-là? On les dérange. Je suis vraiment curieuse de savoir. Au final, on les dérange. C'est ça le problème. On les dérange dans leur plan. C'était pas ça qu'ils avaient prévu. Puis on est donc fatiguant de titiller avec des détails comme ceux-là. C'est pas comme si on n'avait pas passé à travers 15 ans de corruption. OK, on va sortir un petit peu de... On va sortir un peu de ces sujets-là. Écoute, j'ai des notes absolument, c'est absolument merveilleux. Merci Louis-Philippe, c'est nouveau. J'ai comme note maintenant de sortons des shorts de logo. À Montréal, un incendie force la main des autorités qui procèdent à l'évacuation du campement de Notre-Dame. Moi, ça m'a particulièrement interpellé cette semaine. Québec solidaire demande un changement de paradigme pour les médias au Québec. Oui, tant mieux, ça prend ça. Maintenant qu'on a caché les itinérants, est-ce qu'on a réglé vraiment le problème des logements, Stéphanie? Il y a des gens, là, des gens qui vivent dans la rue l'hiver, là, il y en a à toutes les années. Puis là, tout d'un coup, on s'en fait pour leur bien-être. Moi, j'habite tout près du campement, puis je trouve que c'était quand même, somme toute, bien organisé. Il y avait toujours de la surveillance, il y avait des gens avec qui prodiguaient des soins médicaux de base. Il y avait de la surveillance, il était organisé. Mais là, le problème, là, c'est qu'est-ce qu'on fait l'hiver prochain? Là, ils sont là parce que faut pas oublier pourquoi ils sont là. Ils sont là parce qu'il y en a plus des logements abordables à Montréal. Puis il y en a toujours de l'itinérance, mais là, cette année, parce que là, c'était en plein boulevard, puis là, ça nuisait à l'image de notre ville. Là, on leur a trouvé des places dans des refuges où il y a moins de lits. Je pense qu'il y a un hôtel qui les prend. Mais après, on fait quoi? On fait quoi pour la suite? Il y a pas de plan, là. Ça fait combien d'années que les gouvernements nous promettent des logements sociaux? Mais ça même, là, ça l'avait été dans les... tu sais, puis la façon que je l'ai écrit dans mes notes, je disais ça regarde mal pour une mairesse de gauche, mais ça n'avait pas été carrément dans ses promesses électorales, cette réalité-là d'avoir du logement social. Il me semble que de par leur nature même, c'était quelque chose qu'on s'attendait qui s'occupe d'une façon prioritaire. Il est où? Je suis pas un spécialiste de la politique municipale montréalaise, mais pourquoi il était pas prêt? Pourquoi on se retrouve avec des camps comme à Paris, à Montréal, pendant qu'on est supposé d'avoir une mairesse à qui cette réalité-là tient à cœur? Viviane? Je sais pas. J'aurais de la difficulté à la défendre là-dessus. Les deux choses qui me font avoir un peu d'indulgence par rapport à ça pour la mairesse, c'est d'une part, ça se construit pas du jour au lendemain, évidemment, des logements abordables. C'est sûr que c'est une politique qui se fait à moyen long terme, puis je trouve quand même que les premières étapes n'ont pas été faites assez rapidement pour espérer régler ce problème-là qui est structurel là, le plus rapidement possible. Mais l'autre chose, par exemple, c'est que ma compréhension, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est bloqué pour les logements sociaux au gouvernement fédéral, faute d'entente. Et ça, on peut pas, c'est pas de la faute de la mairesse. Je veux dire, le gouvernement fédéral a l'argent de résoudre ces problèmes-là, mais il en a pas les responsabilités. Alors, il y a beau jeu de laisser poireauter tous les acteurs en négociation avec la... On met pas assez la faute sur le gouvernement fédéral dans ce dossier-là, je pense. Mais ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de HLM construit au Québec? Des décennies, là? On n'entretient même pas le parc qu'on a actuellement. Exactement ce que j'allais dire. Il y avait des terrible. Intervenants des occupants du camp qui dénonçaient ça, qu'il y avait des paquets d'appartements disponibles, mais qui n'étaient pas en état d'accueillir des gens.
Ça veut dire que l'entretien a été abandonné. Tu sais, moi, je pense que quand même, Montréal, là, ça a quand même des responsabilités, une certaine responsabilité là-dedans. Là. Ça ne peut pas être que, oui, OK, on aime taper sur le fédéral, moi particulièrement, mais c'est parce que là, le problème est criant, le problème est réel. Il y a des gens qui souffrent, on les a vus, on peut les toucher, sont là. Puis moi, un des éléments qui m'a touché particulièrement, c'est de les entendre. Premièrement, c'est vrai ce que tu disais tantôt, Stéphanie, c'est pourquoi soudainement c'est grave. Écoute, je les regardais s'organiser entre eux. Juste cette capacité-là à s'organiser, cette capacité-là à avoir un certain pouvoir sur leur vie, c'était touchant, ils en étaient fiers, c'était le fun, ils s'organisaient, ils avaient leur coin de bouffe, écoute, écoute, je trouve ça pathétique que Montréal en soit rendu là, mais il reste une chose, c'est quand je regardais la solidarité, le niveau d'organisation de ces gens-là, j'ai trouvé ça absolument fabuleux, et de voir que certains refusent d'intégrer ce qu'ils appellent le réseau d'aide, qui dénonce comme étant infantilisant, je les comprends absolument. Écoute, puis quand je voyais les journalistes se tourner de bord, aller voir les instances de la ville de Montréal, puis qu'ils leur rapportaient ça, je veux dire, les occupants veulent pas intégrer le réseau d'aide parce que le réseau d'aide les infantilise, et que la cassette administrative qui partait en expliquant que sortir de la rue, ce n'est pas si simple, et que je te dirais que c'est un élément qui m'a choqué particulièrement, Stéphanie. Ben, écoute, t'as tout à fait raison, là. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est un toit sur leur tête. Ils veulent se le payer. On veut des apparts. Exactement, ils veulent des apparts, mais il n'y en a pas des appartements accessibles. Mais, tu sais, on peut bien lancer la pierre à la Ville de Montréal. Ils font ce qu'ils peuvent dans leur juridiction. Ils ont choisi un chemin, c'est-à-dire que avec les constructions de promoteurs, ils obligent la construction d'un nombre X de logements abordables. Moi, je m'en fais surtout sur les 3000 logements sociaux qui devaient être construits en 2018-2020. Puis combien sur les 3000 ont été construits? 731. Donc... C'est quoi la raison? C'est-tu à cause du financement, comme nous le disait Viviane? Ben oui, c'est le financement, et pourtant l'argent, elle est budgété. Il y en a, je pense que il est supposé en avoir, il y en a 13 000 de budgétés des nouveaux logements sociaux grâce au budget précédent, les budgets du Québec, mais ils sortent pas de terre. C'est quoi le problème? Il faut débloquer les fonds, ça presse. Là, on les a, là, on est à combien de milliards de surplus? Puis je veux bien là, qu'on est en pandémie, mais le gouvernement compte sûrement sur la construction pour relancer l'économie. Pourquoi pas faire la construction sociale? Oui, effectivement. OK, les médias maintenant. Les médias sont en crise. Je vais profiter que j'ai des sympathisants QS. Ça vient de chez vous. Cet élément-là, particulièrement, qui veut commencer? Moi, j'ai lu l'annexe d'Orion, comme elle l'a appelé, là, au rapport qui a été fait. Oui, mais je te laisse poursuivre. Non, rien. Je mets un petit grelot sur ce sujet-là, l'annexe d'Orion. Là, on pourra en reparler. Ouais. Pour y revenir. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense qu'elle pose les vraies questions par rapport au milieu des médias. Ça fonctionne pas en ce moment. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. On réduit la qualité du reportage, des enquêtes, parce qu'on est en crise du côté des médias. Le modèle traditionnel ne fonctionne plus. C'est Facebook, c'est Google qui absorbe des quantités astronomiques, tous les revenus. Ben tiens donc, mon téléphone a entendu son nom. Mais donc, c'est impossible de les concurrencer, ces géants-là. Ils le font mieux, le ciblage là, publicitaire, ils le font à moins de frais. Et tandis que les médias qui sont plus traditionnels, ben ils ont toute une réglementation aussi qui fait que ils ont des exigences beaucoup plus élevées en matière de protection de la vie privée notamment. Alors c'est pas viable. Il faut trouver quelque chose pour renflouer les médias, considérant qu'il s'agit d'un service essentiel.
à une société éduquée, qui à une démocratie qui fonctionne, c'est absolument essentiel qu'on ait des médias qui fonctionnent puis qu'on ait du journalisme de qualité. Ce que je trouve étonnant, c'est on se retrouve aujourd'hui avec la pâte est sortie du tube. On n'est plus capable de remettre la pâte dans le tube. Je parle les modèles publicitaires, les modèles d'affaires qui ont disparu sous les pieds, qui se sont volatilisés sous les pieds des médias. Puis là, aujourd'hui, on a zéro stratégie pour faire face aux algorithmes. On s'en remet aux algorithmes. On l'abandonne tout entre les mains de ces grandes sociétés-là. Et collectivement, il commencerait à être temps que l'on se dote d'une stratégie globale au-delà du financement puis du support financier pour justement rétablir cette balance-là. Stéphanie? Oui, moi ça me fait peur. J'ai étudié en journalisme, c'est ça qui me passionnait avant de tomber du côté obscur des relations publiques, mais quand je vois ce qui reste des médias, je fais juste penser à quand je suis arrivée sur la colline parlementaire à Québec en 2013-14, puis quand je l'ai quitté en 2020, il y avait beaucoup moins de journalistes. Puis déjà, j'étais arrivée, puis on me parlait des salles, des médias qui avaient fermé leurs salles de presse. Là, il faut comprendre qu'à côté du Parlement, il y a l'édifice, la tribune, la presse, puis les médias du Québec. Et avant, il y en avait de l'Ontario, des nationaux. Il y avait le Globe and Mail qui était là, qui avait des bureaux dans l'édifice. C'était vivant. Puis moi, quand je suis partie, il y avait beaucoup de portes fermées, là. Il y avait beaucoup de portes fermées, des médias qui étaient plus là, plus représentés, plus là où ça se passe. Tu sais, on veut des journalistes sur le terrain, là où les décisions se prennent, les décisions politiques sont des décisions importantes. Exactement, mais ils ont plus les moyens. Puis les journalistes, ils sont pressés comme des citrons, là. Ils doivent rendre encore plus de matériel plus vite avec les réseaux en continu. C'est pas facile leur job. Puis c'est pas toujours. Ça doit être extrêmement difficile. Oui, c'est ça. Il y a une pression de toutes parts. C'est que ça, là, c'est c'est le clic qui compte. Tout le monde se garoche. Des scoops, il y en a plus. C'est l'instantanéité. C'est même plus une question de scoop. On est rendu qu'on annonce qu'on va annoncer. Hein. C'est une pratique politique qui est évidente puis qui est adoptée par tout le monde parce qu'on annonce qu'on va annoncer parce qu'on espère justement essayer de prendre les devants dans les nouvelles. Quand on voit même que les organisations communiquent directement, tu sais, des trucs comme les policiers, là, on se retrouve directement où on met des policiers, on met des pompiers, on met des relationnistes directement à l'avant-scène dans les médias. Puis c'est ça qui constitue le travail journalistique. Il n'y a même plus le filtre journalistique pour venir justement nous amener la nouvelle. On laisse les responsables des acteurs de l'actualité nous dire leur interprétation de ce qui vient de se passer. Moi, ça me renverse. Mais c'est parce que l'opinion coûte moins cher, ça prend moins de temps à produire qu'un vrai travail journalistique. Puis comme les entreprises de presse sont pressées comme des citrons, mon Dieu, je me répète là, mais étant donné qu'elles doivent concurrencer les GAFAM, les géants du web qui, eux, font de la nouvelle en reprenant les affaires qui passent. C'est ça, ils n'ont même pas besoin d'en faire, eux autres. Eux autres, ils vivent avec le contenu des autres. Aucun contenu à créer. Mais c'est pour ça qu'il faut revoir cet enjeu-là en profondeur. Puis c'est ça que Catherine Dorion, elle est venue dire. Ça prend pas des petites mesures à petites semaines, ça prend des solutions à long terme, puis taxer les géants du web qui volent la nouvelle pour permettre aux médias de fonctionner puis redistribuer cet argent-là. Oui, c'est ça qu'il faut faire, puis c'est pour ça qu'elle a déposé son annexe. Je pense qu'il y a juste la force. On peut vraiment être des leaders en la matière, là. Ouais. Facebook va pas sortir du Québec parce qu'on commence à les taxer, là. Ben non. Non, c'est ça. Puis je pense que ça prend la force d'une collectivité pour pouvoir justement essayer de contrebalancer toutes ces... On peut pas abandonner ça au secteur privé comme ça. J'aimerais ça revenir sur l'annexe d'Orion. Moi, ça m'a fait rire, là, parce que, tu sais, c'est une des choses, je ne cacherai pas, c'est une des choses qu'on voit, puis de l'extérieur, on a vraiment l'impression que Catherine Dorion est passée maître pour se mettre en valeur. Puis quand on voit l'annexe d'Orion, moi, sur le coup, je me suis demandé, OK, attends un peu, là, elle a signé un rapport dissident. Un rapport. Ben oui, mais avant tout, elle a toujours bien été venue sur un terrain d'entente avec les gens de la commission.
je me demande, il s'est passé le gap entre le rapport dissident et la concertation, il s'est passé comment? Pourquoi elle pouvait pas faire ça dans le cadre officiel de l'instance? C'est une vraie question. Ce qu'elle disait, c'est que la commission était super intéressante, le contenu était très riche en réflexion, les intervenants aussi, mais au bout du compte, le rapport est un petit peu arrivé avec quelque chose de très consensuel et facile. Le rapport a pas ambitionné sur les conclusions. Il a pas voulu faire une réflexion en profondeur de où s'en vont les médias, puis le journalisme de qualité et tout ça. Et Catherine étant Catherine, elle voulait aller jusqu'au fond des choses. Elle pouvait pas le faire dans le cadre de la commission? Non, on peut pas faire ça. Dans le fond, il y a eu un mandat d'initiative qui a été donné à une commission. Et comment ça se passe, c'est qu'après, les membres de la commission, les membres, c'est les gens de tous les partis politiques selon leur représentativité. Donc, on s'entend que majoritairement, c'est des caquistes dans cette commission. Disait, d'ailleurs. Exact. Alors, t'as beau avoir eu la plus belle commission du monde, à la fin, il faut que tu l'écrives à je sais pas combien de paires de mains, puis que tu essayes de trouver des solutions qui plaisent à tout le monde. À un moment donné, les bonnes solutions sont pas nécessairement celles qui plaisent à tout le monde. Puis Catherine Dorion, c'est pas la seule à avoir déposé des rapports dissidents. C'est arrivé pour d'autres partis politiques, puis c'est arrivé à QS avec Émilie Lessard-Terrien sur un rapport sur l'agriculture et les pesticides aussi. Fait que c'est pas juste le fait Catherine Dorion, le fait qu'elle a trouvé un bon nom pour son document, mais ça fait en sorte qu'on en a parlé. Moi, ça me gêne pas du tout parce que c'est un sujet important. Je comprends c'est intéressant quand même ça. Justement, ça a ce bienfait-là, en tout cas, ce bénéfice-là, c'est qu'on en a parlé. D'associer son nom à cet élément dissident-là aura eu attirer l'attention des journalistes qui adorent parler de Catherine Dorion. Parce que honnêtement, je sais même pas si j'en aurais entendu parler, moi, du rapport, si ça avait pas été de ça. Peut-être, hein? Ça avait l'air quasiment, je sais pas si j'exagère en disant que c'était un pétard mouillé, mais... Exact. Non, mais t'as raison, Yann, c'est le propre d'un rapport, comme tu dis, qui est fait pour plaire un peu à tout le monde, consensuel, c'est ça. On n'en entend pas beaucoup parler. Qui manque d'ambition. Ils ont peur de quoi? Tu sais quoi, ils ont eu peur? Ils ont eu peur d'avoir à le faire s'ils prenaient de quoi de trop ambitieux? Est-ce que c'est parce qu'ils ont... C'est le rapport après ça au GAFAM qui fait que c'est... j'essaie vraiment Aurais-tu vraiment vu, Denis, les libéraux signer un rapport qui dit qu'il faut aller chercher de l'argent chez les super riches? Ouais, mais à la limite, ça aurait été eux les décideurs. Si ça avait été Marois Risky, pourquoi pas? Ouais, mais la CAQ non plus fait pas faire ça, là. Non, qui sont majoritaires dans le comité. Mais je me demande pourquoi. Pour qui, ces gens-là? Il y a pas c'est pas Facebook là qui va voter pour remettre la CAQ au pouvoir, à moins qu'ils aient peur d'être pénalisés dans les algorithmes, je sais pas. Je me demande pourquoi ça demande autant de courage. Ça me semble tellement pas... c'est une mesure qui serait populaire. Extrêmement populaire. Mais ça semble bien aussi. C'est pour ça que je pose la question. Ils travaillent pour qui, au final? Tu sais, je pense qu'on est en droit de se le demander, là. C'est s'ils travaillent pour les gens qui les ont élus, il me semble qu'il y aurait tout intérêt à mettre nos intérêts de l'avant. Mais écoute, c'est tellement naïf ce que je viens de dire. C'est comme ça va vraiment faire rire de moi. C'est pas le propre des gouvernements néolibéraux de s'attaquer à des enjeux de démocratie comme ça, de transparence, d'aller chercher l'argent dans les poches pleines des géants du web. Moi, en tout cas, je suis pas du tout surprise de l'issue de ce mandat d'initiative-là. Puis je suis contente qu'il y ait des députés. Quel guts de remettre des rapports dissidents quand ça marche pas. Oui, puis de lui donner des noms qui vont marquer l'imaginaire. Peut-être qu'un jour, on va avoir le rapport coton watté ou un truc comme ça. Comme ça, on va... Ah, Seigneur! François va vouloir... Je refuse d'aller là. François va vouloir que ce soit le titre, le rapport coton watté. Ça va être notre épisode pour cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur SoundCloud, sur Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook. On est aussi sur Twitter, sur YouTube. On est sur Instagram. Vous pouvez recevoir notre infolettre. Vous pouvez consulter la boutique. Il y a même des pages et de l'information pour commencer un engagement politique directement sur notre site web à engager public avec des S, engager avec un S, public avec un S.com. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été présents cette semaine.
Merci de nous avoir animé ça, Denis. Écoute, j'ai fait mon possible. J'ai vraiment l'impression d'avoir... j'ai trouvé ça difficile cette semaine. Je pense que j'ai été déstabilisé par un petit changement dans ma vie. Ça a des notes avec lesquelles j'étais pas habitué. Merci beaucoup, Viviane, d'avoir été présente. Je sais que c'est pas toujours facile de concilier les horaires. C'est vraiment apprécié. Donc, et pour les auditeurs, on vous attend la semaine prochaine avec un autre épisode. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Oh, là, ça prend de la musique, parce que sinon, j'ai vraiment de la misère cette semaine.